et je suis Partner Technical Strategist, donc je conseille sur les technologies Microsoft. Super. Donc, aujourd'hui, on aura le plaisir d'évoquer les déploiements Copilot. Donc, je vous laisse, comme indiqué, répondre à ce premier sondage qui va vous être diffusé autour de vos déploiements pour savoir un petit peu où vous en êtes sur cette question qui anime beaucoup de débats. Je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Donc, juste avant de démarrer, quelques mots sur IDEXI, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, IDEXI est un éditeur français spécialisé dans la protection, la gouvernance, la sécurisation des données, plus particulièrement des environnements Microsoft 365. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on ne fait que ça. Aujourd'hui, on est partenaire managé Microsoft. On exerce auprès de majoritairement des grands comptes, mais on est capable aujourd'hui d'adresser tout type de structure, une centaine de personnes à quelques centaines de milliers. On fait partie de ces quelques éditeurs qui ont la capacité de faire témoigner leurs clients dans des grands rétex croisés, notamment dans un événement important pour nous qui est les Assises de la sécurité, où on a eu l'occasion justement de bénéficier du retour d'expérience et du partage des bonnes pratiques et des bénéfices de nos solutions dans ces contextes importants de sécurisation de la donnée. Je vais laisser la main à Olivier pour qu'il nous présente Ségus. Avec plaisir, merci Fabrice. Ségus, c'est un cabinet de conseil qui est expert dans la transition vers l'IA. Notre mission, c'est de concrétiser en fait la vision et de mettre en œuvre la transition des entreprises vers l'IA face à une montée en puissance de plus en plus rapide, des innovations et une accélération qui ne cesse de croître. Ségus, en fait, c'est l'anagramme d'usage et ça correspond bien à ce que nous faisons. Nous accompagnons la transformation des usages en nous attachant vraiment à mettre l'humain au cœur du processus pour qu'ils soient les acteurs de leur transformation plutôt que des spectateurs qui la subissent. Et chez Ségus, on implémente en fait l'intelligence combinée qui est la collaboration de l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine qui, bien sûr, prévaut toujours. Et chez Ségus, on appelle ça le Smart Shift. Voilà. Et notre méthode repose sur la validation d'éléments concrets, sur des solutions réelles plutôt que des slides, parce que nos équipes sont constituées d'experts sur les technologies et de la data, sur les technologies de la data et de l'intelligence artificielle. Ben, nous sommes en mesure d'opérer concrètement cette transition vers l'IA par des succès rapides et des succès répétés pour maintenir ce rythme nécessaire. Et puis, nous sommes également experts de l'adoption et de l'accompagnement du changement, ce qui nous permet de garantir que cette innovation des entreprises sera adaptée et adoptée. Merci Olivier. Donc, pour démarrer, on a la chance d'avoir la présence de Rodolphe avec nous aujourd'hui. Je vous propose du coup, Rodolphe, de faire cette introduction sur le partenariat aujourd'hui IDEXI Ségus qui accompagne Microsoft, et puis à l'ère de l'assistanat virtuel, de nous dire quelques mots sur Copilot. Merci, avec plaisir. Donc du coup, moi je travaille dans la division partenaire de Microsoft. C'est une division qui est très 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 importante. En fait, on suit des partenaires, on peut suivre des startups, on suit des éditeurs du coup comme IDEXI, et on suit également des cabinets ou des intégrateurs ou des sociétés de consulting comme Ségus. Donc on a tout un écosystème de partenaires, et là pour le coup on a des partenaires qui sont assez rapprochés avec IDEXI et Ségus puisque ce sont des partenaires qui sont suivis. Et c'est hyper important pour nous parce qu'en fait, nos solutions ne se déploient pas toutes seules. Il faut souvent les intégrer, et donc du coup, on va avoir besoin de partenaires comme Ségus pour le faire, et de spécialistes comme IDEXI sur des technologies complémentaires. Là, l'idée, c'est que je vous parle un petit peu de Copilot. Donc, je vais vous faire une brève introduction avant de relaisser la main à mes collègues. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, la stratégie de Microsoft et surtout le mot de notre PDG Satya Nadella, il lui dit aujourd'hui, voilà, on va arriver dans l'ère des copilotes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, on va tous avoir un assistant IA, un compagnon pour nous aider dans le day-to-day. D'accord?
Donc, ça peut être pour nous aider à être plus productifs, plus créatifs ou vraiment sur des tâches qui vont être très spécifiques autour de la sécurité, autour de la production de code, pour les développeurs. Donc, il va y avoir tout un tas de copilotes qu'on est en train de développer qui ont été déjà, annoncés. Microsoft, en fait, on fait de l'IA déjà depuis très, très longtemps, hein. Moi, ça fait 8 ans que je suis, chez Microsoft et je me rappelle, il y a déjà 6-7 ans, on avait sorti tout ce qui était service cognitif. Après, il faut dire qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment accéléré quand on a fait ce partenariat avec OpenAI et toute l'innovation autour de ce qu'on appelle, la générative AI. C'est vraiment cette technologie qui nous a permis, en fait, de développer derrière, en s'appuyant sur les LLM de OpenAI, de développer des copilotes. Donc aujourd'hui, on fait le focus principalement sur des copilotes de productivité. Donc, on va en parler de 2. Il y a Microsoft Copilot et il y a Copilot pour M365. Donc c'est bien 2 copilotes distincts. On va commencer à parler du premier. Donc Microsoft Copilot, ça ressemble à ça, hein. Vous voyez, une petite interface avec un GIF qui va s'animer. Je ne sais pas si c'est à moi de l'activer. Ouais, normalement, il y a une animation. Mais du coup, c'est, un assistant, que vous pouvez déjà tout savoir si vous avez des licences Microsoft. C'est inclus, dans le licensing, Microsoft et qui va vous permettre en fait de répondre à des questions, hein, d'avoir des éléments conversationnels. C'est un assistant, un copilote multimodal, c'est-à-dire qu'il peut générer du texte, mais il peut également générer du code et des images. Si vous lui demandez de créer une image, et bah, du coup, il va vous créer quelque chose. Ça repose derrière sur la technologie DALL-E 3, d'OpenAI. Donc voilà, donc tout le monde peut l'utiliser. Je ne sais pas si on voit la slide. Ouais, c'est en train de passer. Tout le monde peut l'utiliser. Vous avez également, la possibilité de l'utiliser depuis votre, mobile. C'est assez sympa, c'est assez bluffant et l'avantage, c'est que vous avez toujours les données fraîches du web dans ce copilote. Donc si vous posez des questions qui sont très actuelles, il va avoir quand même, une base de connaissances assez riche parce qu'il va surfer sur le web pour le faire. Après, il y a un autre copilote du coup qui attire beaucoup l'attention en ce moment, c'est Copilot pour M365. Pourquoi? Parce que, bah, on se rend compte que dans le day to day, on a besoin d'avoir un agent qui va être capable, une IA qui va être vraiment capable de nous répondre à des questions, précises, des questions contextuelles. Et l'avantage de Copilot pour M365, c'est qu'il va les raisonner, il va les surfer en fait sur l'ensemble des données de l'entreprise et c'est ce qui nous permet vraiment, bah, de pouvoir répondre à des enjeux qu'on a au quotidien, en tant que salarié. Des questions relatives à des produits, en fait, il va pouvoir y accéder parce qu'il a toute cette connaissance riche de l'entreprise. Donc ça se base forcément sur un modèle d'intelligence artificielle, un large language model. Ça va du coup surfer sur les données du graphe bah, c'est là où reposent toutes les données de l'entreprise. Donc c'est vraiment les données, aujourd'hui, si vous posez si vous faites un prompt auprès de Copilot pour M365, il est capable du coup d'aller regarder dans votre agenda, dans vos emails, dans votre OneDrive, dans des éléments SharePoint et en fait, tout ça, on va pouvoir avoir cette expérience dans l'ensemble des applications de Microsoft, que ce soit Outlook, Word, Excel, PPT, Teams et copilot.microsoft.com. Et l'avantage aussi, c'est que non seulement il va aller chercher sur les données de l'entreprise, mais on peut avoir aussi de la donnée actuelle grâce aux données du web. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, ce copilote-là, cet agent-là, il est accessible pour l'ensemble des personnels de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing, les forces commerciales, les agents du service client, la finance et cetera, tout le monde, en fait, peut utiliser ce copilote pour être plus productif, pour réaliser des tâches, en fait, qu'il a dans son quotidien. Il faut savoir qu'en fait, on a tous des usages très différents de copilote, dans notre day-to-day. En fait, on travaille tous différemment et donc on peut déléguer différentes tâches. 2 personnes au sein de la finance vont pas forcément avoir les mêmes usages, de copilote. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On nous dit, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Maintenant Copilot a 1 an, hein. On a commencé à faire des private previews en mars dernier, il y a 1 an. Et on a eu le temps du coup de faire pas mal d'analyses sur, voilà, le ROI de la technologie grâce à nos grands comptes là qui l'ont utilisé. Je ne vais pas passer sur l'ensemble des statistiques, mais globalement, 70 des gens déclaraient être plus productifs avec ce genre de technologie. Donc il y a des gains qui sont assez intéressants. Vous êtes du coup peut-être un peu perdu avec tous les copilotes, de par mon discours, si vous avez, écouté un peu ce qui se passe, dans les médias. Donc il y a beaucoup de copilotes chez Microsoft. Je l'ai détaillé là vraiment les 2 premiers et de plus en plus, en fait, on fait des copilotes qui sont détaillés, qui vont donner des fonctionnalités additionnelles pour certains corps de métier, donc les agents, service client, les forces commerciales et la finance, très récemment.
Après, voilà, il y a un sujet qui est hyper important, c'est le sujet de la sécurité. Donc nous, on a des commitments forts, hein, pour, garantir que la donnée, elle est protégée, on regarde pas, en fait, ce qui se passe, en fait, sur les tenants de nos clients, donc on n'a pas accès à la donnée. Donc il y a vraiment des éléments hyper importants. Après, c'est quand même une solution qui est très puissante et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui va résonner sur l'ensemble des données de l'entreprise. Donc c'est hyper important de se poser des questions de sécurité avant de déployer ce genre de technologie parce qu'effectivement, un utilisateur potentiellement peut accéder à, des données qui peuvent être confidentielles et si elles ne sont pas protégées, si, il n'y a pas le bon niveau d'accès, il peut y avoir des indiscrétions et c'est ce qui va être traité par, Olivier et Fabrice et Thibaut juste après. Voilà. Tu as le micro coupé, Fabrice, et je te laisse la main. Merci beaucoup, Rodolphe, pour ces explications autour de Copilot. Donc, on a bien compris que du coup, chacun peut trouver son propre assistant et son propre Copilot. Il y va effectivement de certaines conditions de sécurité à remplir en prérequis. Alors justement, hein, pour illustrer ces propos, on va prendre un cas de figure, donc une courte vidéo qui représente une situation du quotidien. Donc voilà, je suis un collaborateur lambda et j'utilise Copilot donc depuis mon navigateur Edge et j'ai une requête. Je souhaite en savoir un peu plus sur le plan de communication, la stratégie de communication de mon entreprise sur cette année 2024. Je tape ma requête. Et là, du coup, Copilot va parcourir les différentes informations qu'il trouve et auxquelles j'ai accès dans l'entreprise. Et il me sort effectivement un document que je découvre. Et là, je découvre du coup un plan social 2024. Donc, je cherchais un plan de communication. Je tombe sur un plan social. C'est un document qui comprend des données de communication. Et de fait, qui comporte une mention confidentielle. Et donc, je me retrouve à avoir accès à une donnée que je n'attendais pas et auquel je ne savais pas que je pouvais accéder. Donc, c'est un exemple. Olivier, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui vient de se passer dans cette vidéo? Parce que je peux du coup naïvement penser que Copilot me donne accès à toutes les informations sensibles de mon entreprise, quoi. Donc, je te laisse nous expliquer. Alors, oui, alors on va tout de suite rassurer tout le monde. Non, bien sûr, Copilot ne vous octroie aucun nouvel accès à quelque nouvelle information que ce soit. En fait, Copilot, il faut le considérer comme un moteur qui peut comprendre et générer des phrases en langage naturel. Reste qu'il faut alimenter ce moteur avec le bon carburant. Et pour produire ce bon carburant, Copilot, en fait, exploite les données qui sont accessibles dans votre tenante. Et toutes les données qui sont accessibles dans votre tenante, mais que ces données. Donc, il peut s'agir de vos données, de vos informations professionnelles personnelles, propres, comme vos documents sur OneDrive, mais aussi des informations qui ont été partagées avec vous, comme les mails, les conversations, les documents dans SharePoint ou dans OneDrive, auxquels on vous a donné accès. Et Copilot utilisera donc toutes ces informations, mais que ces informations. Le truc, c'est qu'il a une capacité d'exploitation très large, et alors que vous n'auriez peut-être pas été chercher ce document auquel vous ne saviez pas avoir accès, Copilot l'a fait pour vous. Et voilà, donc Copilot agit comme un révélateur de données, un révélateur d'accès, ce qui peut provoquer des surexpositions potentielles d'informations et l'affichage d'informations, encore une fois, auxquelles j'aurais peut-être pas pensé à aller accéder, ne sachant pas que j'y avais accès. Ok, très bien, très clair. Un révélateur du coup d'accès. Thibaut, quelle est toi ton interprétation technique de ce qui s'est passé? Oui, merci Fabrice. Donc concrètement, contrairement aux approches auxquelles auxquelles on pense être habitué, où on fait des recherches sur base de mots-clés et on tombe sur les documents qui possèdent le mot-clé dans le titre ou dans le contenu, Microsoft a progressivement innové depuis l'apparition de 35 avec la graphe pour proposer des résultats sur des recherches basées plus sur on va dire, de la pertinence et des probabilités, en s'appuyant, donc, comme l'a dit Rodolphe, sur la graphe. Et Copilot vient du coup au-dessus de tout ça et innove encore plus pour proposer des résultats construits avec les LLM dont on a parlé, dont Olivier a parlé. Et en fait, concrètement, techniquement, cette approche permet en fait d'offrir des résultats
à l'utilisateur en fonction de ce qui est susceptible de l'intéresser, que ce soit à partir des documents sur lesquels il travaille ou ceux de ses collègues, et évidemment uniquement les documents de ses collègues auxquels il a accès. Et en fait, Copilot va effectuer des recherches dans ce qu'on appelle, là je vais prendre 30 secondes un peu plus techniques, dans ce qu'on appelle en fait le sémantic index. Et le sémantic index, on va dire, c'est un index de recherche que Copilot va pouvoir interroger, qui va se baser à la fois sur une partie utilisateur et une partie tenante. La partie utilisateur, ça va regrouper l'ensemble des documents, des informations, des mails, sur ce sur quoi l'utilisateur travaille. Donc voilà, c'est vraiment son écosystème, il a plus de probabilité de travailler là-dessus. Et après, il y a la partie plus tenante qui va répertorier l'ensemble des choses qui sont partagées dans l'entreprise. Évidemment, avec un focus sur ce sur quoi l'utilisateur a accès. Et en fait, ça explique, et je finirai là-dessus, pourquoi, en fait, pour une même requête, deux utilisateurs vont avoir des résultats différents, à la fois basés sur leur permission et sur la probabilité d'accéder à telle ou telle information. Du coup, si on résume, en fait, on est vraiment sur un assistant personnel, du coup, puisque ça dépend effectivement des données auxquelles on a accès. Copilot est donc un révélateur de permission, si on traduit les choses, et si on associe une permission à un accès à une donnée. Et donc, le risque par rapport à ça, c'est que l'accès étant mal configuré ou la permission mal configurée, on puisse arriver sur une surexposition de données. Donc, les trois choses à retenir, en fait, c'est que non, Copilot ne donne pas accès à toutes les données sensibles de l'entreprise. Il est capable de parcourir toutes les données de l'entreprise et de sélectionner toutes celles auxquelles l'utilisateur a accès. Et donc, de fait, c'est ce qui va conditionner le résultat. Et c'est pour cette raison que chaque résultat est différent. Donc, on comprend qu'il y a un enjeu fort pour maîtriser les risques dans un contexte où on décuple la faculté d'accéder à la donnée. Quels seraient les prérequis donc, pour y aller sereinement? C'est quand même l'objet de ce webinaire. Olivier, voilà, quels seraient les premiers prérequis à mettre en place pour toi afin de pouvoir entamer cette démarche sereinement? On en a parlé, il s'agit simplement de maîtriser ces fameux risques. Donc l'entreprise doit en fait garder ou reprendre la maîtrise des accès par rapport en principe aux besoins d'en connaître, en se basant sur un modèle Zero Trust par exemple, et surtout ce modèle, il faut le maintenir dans le temps. Il ne s'agit pas juste de se dire, tiens, je vais déployer Copilot, je mets bien au carré mes accès, et puis j'oublie d'en garder le contrôle. Ça suppose donc de définir et de mettre en place une gouvernance efficace et qui soit alignée avec cet objectif. Or, c'est difficile à mettre en place une gouvernance, un plan comme ça, dans un contexte, encore une fois, où tout s'accélère de manière considérable. Les directions informatiques voudraient avoir le temps d'asseoir les choses, mais les décideurs ont bien compris qu'il faut aller de plus en plus vite, ce qu'il en va de la compétitivité de l'entreprise. Et puis en plus, il y a les métiers qui poussent. Alors, il faut s'adapter, d'où l'importance de s'outiller avec des accélérateurs, comme par exemple la solution IDEXI, et l'importance aussi d'accompagner l'évolution des pratiques et des usages pour garantir l'impact et la pertinence des actions conduites auprès des utilisateurs. Oui, donc il y a toute une conduite de changement et s'inscrire dans le temps, c'est quelque chose qui est important. Toi, Thibaut, en termes de prérequis, qu'est-ce que tu préconises? Je partage en fait tout à fait ce qu'a dit Olivier, 100%. Et pour moi, le principal de Copilot, outre les licences, effectivement, va être de limiter le risque de surexposition. J'ai envie quand même d'insister sur 3 points, en plus de ce qu'a dit Olivier. Tout d'abord, on voit en fait dans nos clients, dans nos relations avec Microsoft, qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui commencent à acheter 2-3 licences Copilot ou qui font des POC sur un nombre limité de personnes, dans une logique de dire, bon voilà, on déploie Copilot que sur quelques personnes, donc on a un risque limité. Il faut quand même avoir en tête, et c'est hyper important, de se dire qu'en fait, à partir du moment où on a même un seul utilisateur à Copilot, il a accès à aller taper l'ensemble des informations de l'entreprise auxquelles évidemment il a accès, mais tout ce qui va être surexposé sera accessible à ce petit groupe d'utilisateurs. Donc c'est quand même important de premier point d'avoir en tête. Deuxième point, donc comme l'a dit Olivier, c'est indispensable de ne pas mettre le sujet de la gouvernance des accès à la donnée sous tapis, comme ça a pu être le cas dans le cas de certaines contexte de migration en marche forcée pendant l'époque Covid, ou tout simplement, en fait, pour répondre aux besoins métiers, on a parlé de compétitivité, on a parlé de plein de choses. En fait, dans ces phases de migration,
Ce qui était important était de migrer vers le cloud, de diminuer les coûts, de permettre plus de collaboration, mais en laissant la gouvernance et la gestion des accès de côté. Et comme, en fait, l'a dit Rodolphe, l'idée, c'est de revenir aux fondamentaux et de mettre en place cette partie-là qui a été souvent délaissée. Dernière chose, pour la mise en place, en fait, de ce prérequis, il est indispensable, et ça, c'est vraiment une conviction personnelle très forte, que les équipes à la fois sécurité, IT et workplace se parlent, si ce n'est pas le cas, et de prendre conscience qu'en fait, le sujet de la sécurité des accès et des données est de plus en plus porté par les équipes workplace, de par leur connaissance des plateformes collaboratives et de toutes ces notions-là. Voilà. Et donc, je finirai par là pour répondre à cette question en disant qu'en fait, sur le sujet de la gestion des permissions, donc en fait, on peut voir ça comme une montagne, il y a plein de choses à faire et il peut y avoir un sentiment de découragement, ce qui peut bloquer en fait les déploiements Copilot. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si compliqué d'arriver à assainir un certain nombre de choses et notamment grâce à Microsoft, qui a annoncé il y a quelques semaines la possibilité de réduire pour des POC, des pilotes, les recherches de Copilot à une centaine de sites. Voilà, donc il y a déjà ça à côté Microsoft et on va voir comment aller plus loin. Un premier filtre qui va dans le sens du POC. Peut-être, Rodolphe, je ne sais pas si toi, tu souhaites ajouter quelque chose, tu tamponnes totalement ces premières préconisations? Ouais, effectivement, on a sorti de plus en plus de fonctionnalités qui nous permettent de retirer, comme le disait Thibaut, là, du processus d'indexation et de la recherche inter-site SharePoint. Mais bon, voilà, ce qui est hyper important, c'est de se poser les bonnes questions en amont, quoi. De se dire, OK, qui accède à ma donnée? D'accord? Est-ce que j'ai cette visibilité-là? Sinon, il faut commencer à engager les bonnes actions. Est-ce que je gère en fait le cycle de vie de la donnée? Parce qu'il peut y avoir des données qui sont obsolètes et du coup, Copilot va aller chercher sur l'ensemble des données. Donc, hyper important de prendre ça en compte. Et est-ce que ma donnée est protégée pour éviter en fait de la fuite de données ou autre? Donc, effectivement, il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut penser en amont si on veut que cette expérience elle se passe de manière assez sereine. Mais un petit point, bon, typiquement, effectivement, ça peut créer des indiscrétions, mais avec Copilot, je ne vais pas accéder à l'ensemble des OneDrive de mes collègues, hein, donc il y a quand même déjà des garde-fous qui sont natifs dans la solution. Ouais, totalement. Tu fais bien de le préciser. Alors, par mesure de sécurité, on entend beaucoup parler de ce modèle zéro trust ou une approche avec le moindre privilège. Se poser des questions, parce que comme tu disais, hein, est-ce que chacun a besoin d'en connaître ou autre, et ensuite, du coup, définir une gouvernance globale, parce que c'est un projet qui va toucher tout le monde, et bien sûr, accompagner les usages, c'est un changement notable. Donc, il faut forcément pouvoir l'accompagner. Donc, là, quand on rentre dans le comment, on a compris qu'il y a des prérequis importants à mettre en œuvre en termes de sécurisation. Si on veut sécuriser les données, il faut pouvoir, bien sûr, les visualiser, y avoir accès et avoir une capacité pour les nettoyer. Comme tu disais, Thibaut, c'est parfois perçu comme étant potentiellement chronophage où les entités ne savent pas par où commencer. Donc voilà, quelle méthodologie on peut préconiser aujourd'hui pour pouvoir justement entamer ce projet? En fait, comme on l'a déjà dit, hein, l'idée, c'est de revenir aux fondamentaux et de traiter ce qui aurait pu être traité depuis le départ et qui n'a souvent pas été fait. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer un cadre qui allie à la fois les règles de sécurité et les besoins métiers. Ce cadre, il doit être mis en place à travers la bonne configuration de la plateforme d'Office 365, bien sûr, mais aussi et surtout en donnant aux utilisateurs, aux administrateurs, les moyens de respecter les bonnes pratiques sécurité. Ce n'est pas tout de dire pensez à revoir vos droits, pensez à contrôler vos Teams. Si on ne donne pas une vision simple, concrète et efficace aux utilisateurs, ils ne vont pas le faire parce que ce n'est pas leur souci premier, ce n'est pas leur métier. Et l'idée, c'est vraiment de les embarquer dans cette démarche. Deuxième chose, on a souvent tendance, et c'était dans mon passé de consultant, j'avais souvent vu cet écueil-là, on a souvent tendance à opposer le besoin légitime de collaboration avec les règles de sécurité. Si je n'ai pas ce contrôle et que je ne peux pas maîtriser, en fait, on va empêcher la collaboration et donc on va passer par des manières détournées. Évidemment, l'idée, c'est d'éviter de bloquer tout ça. Et en fait, si on prend un cas hyper caricatural, les liens anonymes, souvent on dit on les bloque, c'est vraiment le cas très caricatural. En fait, il peut y avoir des cas pour certaines entreprises qui en ont besoin. Sauf que l'idée, c'est pas de le mettre
en open bar à tout le monde, c'est d'autoriser pour certaines personnes, certains usages, et de s'assurer que ces liens anonymes vont être créés uniquement sur certains documents et qui ne vont pas être créés de façon trop large sur trop de choses et qui ne vont pas rester trop longtemps. Donc c'est toute la question de partager avec le bon niveau de droit, dans la bonne durée, s'assurer que les droits sont revus. Rien de sorcier, mais voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on outille à la fois les utilisateurs et les administrateurs pour respecter les bonnes pratiques, tout en leur donnant les meilleures façons de travailler. Et si on veut du coup rentrer vraiment dans la troisième chose, en fait, l'idée c'est et encore une fois, rien de sorcier, on priorise par les risques. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va revoir? On va avoir les espaces publics, les partages à risque, tels que ceux qui sont accessibles à tout le monde, partage anonyme, partage d'entreprise, partage à des groupes dont on ne connaît pas comment le groupe va évoluer dans le temps, soit des partages externes évidemment. Et évidemment, on peut s'appuyer sur la classification et tous les mécanismes de Microsoft qui sont en place avec les étiquettes de sensibilité. Et voilà, et comme l'a dit Olivier, je pense que tu vas réagir là-dessus, Olivier, juste après, penser long terme est essentiel. Ménage de printemps, c'est bien. Par contre, planifier des actions régulières, c'est encore mieux. Ouais, on est sur un environnement très évolutif de toute façon, donc une action one shot entre guillemets aura des portées limitées. Olivier, tu veux compléter sur justement peut-être une partie du coup adoption, accompagnement? Ouais, bien sûr. En termes d'adoption, l'approche, elle doit être d'abord alignée à tout ce que vient de dire Thibaut, donc inscrire dans le long terme effectivement les bonnes pratiques, et puis en même temps, elle doit rester simple. L'idée, c'est d'aller vite pour être un facilitateur et pas un frein. Encore une fois, face aux demandes des métiers, aux enjeux de l'entreprise, à l'accélération de tout ça, il faut aussi que cet accompagnement il soit pragmatique et aussi efficace que les solutions. Donc, on le sait, la promesse de l'IA générative et de Copilot en général et de Copilot en particulier, la promesse est grande, mais pour autant, on a encore peu de recul pour savoir où se situe précisément la valeur dans le temps pour chacun. Donc en fait, on est dans une situation où il s'agit un peu d'apprendre en marchant, mais en marchant à la fois d'un bon pas et dans la bonne direction. Et ça, il faut noter une chose quand même extrêmement importante, c'est que ça veut dire que c'est un projet d'entreprise, c'est un projet qui concerne tout le monde. C'est surtout pas un projet que des DSI, que des RSSI, mais c'est un projet qui doit avancer aussi avec l'ensemble des métiers qu'on va trouver au sein de l'entreprise. Donc en termes d'approche chez Ségus, on y reviendra. Je vais aller dans les très très grandes lignes, mais on commence par une première phase pilote ou une phase de découverte sur une population restreinte, mais qui, et c'est vraiment important, ne sont pas que des gens de la DSI, mais inclut les métiers encore une fois. Et cette phase, elle a deux vocations. D'une part, elle va permettre à l'entreprise, par rapport à cette espèce de manque de recul, elle va permettre à l'entreprise de tester Copilot et d'en comprendre la valeur pour elle sur des cas d'usage métiers propres à cette entreprise. Et puis d'autre part, ça va aussi permettre ce fameux départ lancé, cette inscription dans le temps, qui doit embarquer à la fois les usages basés sur l'IA générative, mais aussi toutes les bonnes pratiques de gestion des accès et de sécurisation des informations. Nickel. Rodolphe, peut-être que tu souhaites compléter sur cette approche? Sur la méthodologie ou sur. Ce qu'a dit Olivier, c'est hyper important. Notamment quand on fait des phases de pilote, il faut absolument que ce soit faut pas que ce soit juste isolé à un département, quoi. Il faut identifier des champions. Il faut faire effectivement au début petit, hein, mais c'est hyper important en fait de pas le faire sur juste 1 ou 2 ou 3 users. Il faut vraiment monter, pour des entreprises en fait qui seront sur des tailles d'entreprise assez petites, faut pas hésiter à monter à 10 utilisateurs. Sur des tailles un peu plus grandes, on peut monter encore un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un peu un feedback loop et moi je l'avais constaté dès qu'on avait eu, le déploiement de Copilot en interne. Dès qu'on essaie la solution, les autres collègues vont dire: «Tiens, moi j'ai essayé ce prompt-là, est-ce que tu vas essayer?» On va vraiment s'enrichir mutuellement et on va vraiment apprendre ensemble à l'utiliser et à se donner les bons trucs et astuces et c'est ce qui va commencer à créer de l'adhérence, à la technologie. Donc c'est hyper important de faire ce pilote-là, voilà, vraiment sur pas un 2 utilisateurs, mais vraiment élargir un petit peu plus, sans faire des trop gros pilotes non plus, parce que sinon on risque de s'y perdre et de prendre en considération qu'on a tous des usages différents. On délègue tous des tâches qui sont distinctes les uns des autres, donc voilà, hyper important.
Ok, donc là, je pense que c'est suffisamment clair. Il faut vraiment considérer un projet d'entreprise parce que, voilà, nous, pour être spécialiste de la sécurité des systèmes d'information, on a beaucoup d'interlocuteurs, notamment RSSI, qui expliquent, hein, qui sont sur ce chemin, hein, à un moment donné, de validation, de vérification, de nettoyage, etc. Mais on dépasse largement la SSI. On est sur des enjeux métiers qui touchent tout le monde. Comme on l'a vu, on a plusieurs copilotes et chacun peut trouver le sien. Donc, si on récapitule, considérer que c'est un projet d'entreprise, bien sûr, trouver le bon outillage, utiliser les bonnes solutions pour éviter peut-être de partir sur des choses un peu trop chronophages. On est sur un besoin métier, comme on l'a dit, on est sur un besoin business, très time to market. Donc, il est évident que plus on arrivera à contracter le temps, mieux ce sera. En revanche, il faut impérativement poser ce cadre, cette gouvernance pour éviter voilà, les dérives, le manque de maîtrise et retrouver cette notion de s'inscrire dans le temps. Donc, si on considère ce sujet de l'outillage, parlons détox, je te laisse nous en dire quelques mots, Thibaut. Oui, si j'arrive à passer la slide après. Donc, Detox pour Microsoft 365. Donc, c'est une offre que l'on propose à IDEXI, basée sur notre expérience, nos retours de copilote, pour venir en fait assainir. Pour venir donc assainir en fait un premier pas vers l'assainissement de son tenante pour donc en fait tous ceux qui le souhaitent, hein, tous ceux qui souhaitent embarquer dans cette démarche au projet d'entreprise et d'assainir leur permission pour améliorer le tête de copilote, qui va se faire en fait en 2 temps forts dans l'année. Une première partie, identification des risques, un check-up. On va identifier tous les risques, hein, dont j'ai parlé, on va revenir dans le détail, et une partie correction, où on va venir embarquer les utilisateurs. Tout ça dans une logique de mesurer les étapes du check-up, de correction, et s'améliorer dans la durée, etc. Ouais, tu as totalement raison. En fait, 2 temps forts dans l'année, donc 2 campagnes. Et l'idée, c'est de rentrer sur quelque chose de très efficace, pragmatique, qui va permettre de remplir ce prérequis, c'est-à-dire la partie sécurisation des accès, gestion des droits, des permissions, pour pouvoir justement après démarrer sereinement ce déploiement en étant sûr que les données qui seront accédées seront les bonnes. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un peu justement ces 3 étapes? Oui. Donc, première étape, le check-up, hein, ce que j'avais dit, c'est on découvre la situation étonnante, souvent des grosses surprises en termes de ce qui est exposé, ce qui est partagé. Voilà. Et donc, en fait, on fournit un ensemble de tableaux de bord avec certaines identifications de risques, où on va d'abord montrer en fait, voilà, ce qu'on a découvert. Donc là, effectivement, on a tant d'utilisateurs, tant de ressources, tant de sites, tant de boîtes mail, tant de boîtes mail partagées, qui ont, si j'arrive à avancer, un certain nombre de points d'attention. Donc, les points d'attention, c'est des risques potentiels. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire, les points d'attention. J'anticipe ta question. Ah non, mais d'accord. C'est quoi ces points d'attention? Donc, ces points d'attention, c'est des risques potentiels qui peuvent venir en fait être témoins, être significateurs d'une surexposition de données. Par exemple, on va avoir de la donnée sensible qui est partagée à toute l'entreprise. Sensible au sens Microsoft Information Protection. On va avoir des groupes qui contiennent de la donnée sensible qui sont publics, c'est-à-dire que toute l'entreprise peut joindre le groupe, peut accéder au SharePoint en lecture seule, en modification. On va avoir des externes qui sont présents depuis un certain temps et qui ne sont pas connectés depuis tant de temps. On va avoir des boîtes mail qui sont partagées à toute l'entreprise. Donc, on a un ensemble de risques qui peuvent venir, du coup, qui doivent être vérifiés. Donc, c'est des risques potentiels qui sont de temps en temps légitimes, qui sont des partages légitimes de temps en temps pas, de temps en temps qui ont été légitimes à un instant T et qui ne sont plus. Et donc, on vient mettre en avant ces configurations qui sont à risque. Et après, on a un certain nombre de requêtes qui vous permettent d'aller plus loin, au-delà des risques, des politiques prédéfinies que l'on a. On a tout un ensemble de choses prédéfinies. On va avoir un certain nombre de requêtes qui vont vous permettre d'aller chercher quels sont les groupes qui contiennent de la donnée sensible, qui n'ont pas de propriétaire, quelles sont les données qui sont partagées à toute l'entreprise, quelles sont les données partagées en externe, là où il y a des données en externe qui sont C3, partagées avec des externes, partagées avec voilà. Donc tout un ensemble de choses qui vont vous permettre d'identifier des risques, d'identifier quelles sont les personnes responsables des ressources sur lesquelles on a des risques et du coup de faire cette première phase initiale.
tu mets en avant un point important, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont responsables de ces risques potentiels. Donc, il y a une notion de propriétaire de la donnée, propriétaire du partage, qu'on va mettre en avant, et du coup, deuxième étape de correction. Et pour la partie correction, l'idée, c'est donc une solution que l'on appelle donc, My Data Security, qui est en fait un portail utilisateur, une application utilisateur qui peut être embarqué dans Teams, qui peut être, on va dire, accessible en mode web, voilà, sur lequel on va inviter l'utilisateur à se connecter. Et il va voir en fait très simplement l'ensemble de ces points d'attention qui lui sont assignés sur ces ressources. Et chaque utilisateur va accéder donc à ce tableau qui lui est propre, qui lui permet de revoir simplement les permissions qui sont données sur ces données, soit sa boîte mail, son OneDrive, ses Teams, ses SharePoint, potentiellement s'il y a des consentements des applications tierces, tout ce qui pourrait exposer ces données. Il y a des points d'attention, comme je l'ai dit, qui mettent en avant des risques potentiels, et l'utilisateur va être guidé dans sa revue pour lui permettre en quelques clics de corriger des éléments de surexposition. Et donc, voilà, vous avez quelques interfaces de la solution qui est très simple, qui a été éprouvée sur un grand nombre d'utilisateurs dans dans un certain nombre d'entreprises, qui permettent en fait d'embarquer les utilisateurs dans cette démarche, d'identifier et corriger. Parfait. Donc ensuite, comment on mesure justement cette performance, ou comment on mesure l'évolution de ces corrections? Voilà, donc là, on revient en fait sur les tableaux de bord. On a les tableaux de bord sur quels sont les risques, quels sont les partages. Donc, on fait l'étape de correction et en fait, on revient un peu à la phase initiale, un cercle un peu de cycle continu qui va aller, comme je l'ai dit, de temps en temps dans l'année, en s'améliorant. Et donc, on va être en capacité de suivre combien de personnes ont accédé, combien de personnes ont fait des remédiations, combien de personnes ont validé leur profil, ils ont validé des risques potentiels, pour quelle action, quels impacts. Voilà, toutes ces questions que l'on nous permet en fait de suivre avec une vision à la fois macro et une vision avec une capacité à filtrer les données en fonction de la localisation des localisations, des entités, des départements, pour vous permettre en fait d'avoir plus aussi de compréhension sur la manière dont travaillent vos utilisateurs, dont ils partagent l'information, dont ils ont adopté la solution, et de pouvoir faire des relances potentiellement ciblées sur certaines populations qui sont plus à risque que d'autres. Parfait. Donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec une solution qui, en 3 étapes, va permettre de checker l'état du tenant, effectuer les corrections sur les données trop ouvertes, trop exposées, et ensuite de mesurer qu'effectivement, il y a une efficacité sur une durée de 4 semaines, 1 mois, où du coup, on démarre from scratch pour pouvoir ensuite être capable de déployer plus sereinement Copilot. Alors, en fonction de cela, donc, je ne sais pas si du coup, je vais me synchroniser aussi. Pardon. Ou peut-être passer au slide d'après. Juste, je voulais donner la main à Olivier pour que lui, en parallèle de l'action détox, puisse nous expliquer comment on démarre ce projet d'entreprise, entre guillemets. Tu peux juste passer au slide suivant et puis je vais l'expliquer. Ça marche. Voilà. Hop. Peut-être encore un. Ok, super. Voilà, parfait. En fait, donc une chose importante à noter quand on déploie Copilot dans les entreprises, je reviens sur ma fameuse notion de manque de recul, c'est que pour l'entreprise, il s'agit d'abord de comprendre et d'évaluer Copilot. On constate ça chez quasiment l'intégralité de nos clients. Et cette phase, chose particulière à noter, elle intervient en principe avant l'acte d'achat global de licence. Donc on a un achat de quelques centaines de licences souvent pour pouvoir tester et assesser la valeur de Copilot. Et Copilot a ceci de particulier que les usages et la valeur ne sont pas finalement vraiment clairement identifiés au moment où l'entreprise envisage sérieusement de l'utiliser. Donc la question qui se pose alors, c'est alors à quoi ça me sert, où est la valeur et auprès de quelle population se trouve cette valeur. Donc on voit bien que ces questions appellent une réponse qui est spécifique à chaque entreprise et c'est pour ça que Ségus a bâti une approche très complète qui va du cadrage initial jusqu'à l'accompagnement du déploiement global en mode run et que cette approche s'appuie sur des accélérateurs, des assets qui soutiennent chaque étape de la démarche et qui permettent de gagner du temps.
Cette étape, cette approche que je vais vous présenter, elle est bien sûr personnalisable en fonction de la taille, des besoins, des caractéristiques et des contraintes de chaque entreprise. Dans le parcours d'accompagnement des utilisateurs pilotes, je l'ai dit tout à l'heure, on démarre par une phase pilote dont le but est donc de comprendre et d'évaluer Copilot. Dans le parcours dans le parcours d'accompagnement des utilisateurs pilotes que nous avons conçu, et qui commence par bien sûr des sessions d'onboarding et de découverte, nous avons inclus des ateliers spécifiques qui ont été bâtis vraiment pour faire émerger des cas d'usage IA générative et Copilot propres à chaque persona, voire à chaque personne en fonction des besoins. Et pour ça, nous nous appuyons à la fois sur notre expertise en termes de structuration et de conduite d'atelier, et aussi sur un catalogue très conséquent de cas d'usage métier IA générative. Donc on arrive avec une pompe amorcée et on ressort de ces ateliers avec du très concret pour chacun des utilisateurs. Et après un temps d'utilisation, durant lequel, bien sûr, l'animation du programme continue, prenant la forme de café copilot, de sessions de coaching ou autre, eh bien, on revoit les utilisateurs et on les accompagne à estimer la valeur. Et là, il y a une chose importante à comprendre, c'est que cette valeur, c'est pas uniquement le ROI, c'est pas uniquement combien je gagne de temps et combien ça me fait gagner d'argent, et est-ce que je gagne plus ou moins de 30 € par mois par utilisateur, ce qui est le prix de Copilot. La question qui se pose aussi dans l'estimation de cette valeur de Copilot au global, c'est en quoi l'amélioration globale de mon expérience employée a-t-elle progressé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ROE, pardon, chez nous. Et ça, c'est beaucoup plus fin et complexe quelque part à estimer, mais c'est tout aussi essentiel. Parce que c'est à la lumière de tous ces éléments que l'entreprise sera en mesure de comprendre où est pour elle la valeur de Copilot et pour quelle population et dans quel cas d'usage. Et c'est ça qui va lui permettre ensuite de prendre les bonnes décisions, des décisions éclairées, hein, et en termes d'attribution des licences et en termes de stratégie de déploiement. Et la phase de déploiement ensuite s'appuie sur ces enseignements en permettant d'adresser chacun avec des cas d'usage pertinents et des cas d'usage qui vont leur parler, qui vont faciliter l'adoption, qui vont faciliter la prise en main et le démarrage. Et pour aller vite et bien, il s'agit donc, on le voit bien à travers ce que je viens d'expliquer, de bien démarrer. La phase de cadrage et la phase de démarrage, c'est absolument fondamental et essentiel. Et on a un autre accélérateur à ce sujet-là, c'est que Ségus est membre du programme Jumpstart de Microsoft, ce qui nous permet de délivrer des ateliers Copilot for Microsoft 365. Et ces ateliers ont vocation justement à renforcer le cadrage en amont pour identifier les opportunités métiers potentielles et aider à structurer la démarche. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour vérifier l'éligibilité de votre entreprise à ces ateliers. Oui, justement, et donc ça vous permet de constituer un certain nombre d'assets qui permettent d'accélérer le process, quoi. C'est ce que tu mets en avant, quoi. Absolument. Donc là, ce slide-là, je vais très très vite. C'est juste quelques illustrations pour montrer le fait que dans notre démarche, qui est une démarche, on va dire, standardisée mais adaptable, on arrive vierge à aucune étape. Ce qui nous permet encore une fois d'accélérer et que tous ces assets-là sont pas à reconstruire, mais simplement à adapter pour telle ou telle entreprise en fonction des besoins et des caractéristiques de chacun. D'accord, ok, bon, ce principe est très clair. Donc là, vous l'aurez compris, l'idée c'est de rentrer dans une offre commune, hein, que l'on puisse mettre en avant, une approche parallèle, donc Ségus, IDEXI. Alors, hop, je reviens. Voilà. Donc, une approche combinée pour un pré-déploiement serein, l'outillage, remplir à ce besoin de l'outillage, effectivement, c'est-à-dire rapidement être capable d'identifier les données trop exposées, de pouvoir corriger à la fois au niveau de l'IT et au niveau du propriétaire de la donnée, qui est quand même le mieux placé pour connaître la véracité de l'existence d'un partage, tout en ensuite en étant capable de reproduire ces campagnes ponctuellement, parce qu'on est sur un environnement très évolutif où les données se cumulent avec un volume qui est potentiellement exponentiel, et donc du coup un besoin de maîtriser et d'avoir une visibilité constant.
À côté de ça, un accompagnement qui permet de façon itérative de pouvoir sélectionner une population, des personas, comme le disait Rodolphe, choisir ses champions, parce que ça n'est pas qu'un projet technique, bien entendu, c'est aussi une collaboration, une communication au sein de l'entreprise avec un cercle vertueux qui se crée et un déploiement qui peut être progressif. Est-ce que vous voulez compléter de votre côté, Olivier, Thibaut, Rodolphe? Moi, après réflexion, là, je pense qu'il y a deux choses pour conclure là que j'aimerais évoquer. C'est qu'en gros, le sujet, la sécurité, en fait, il ne devrait pas être juste pris sous l'angle de copilote. En fait. Qu'il y ait un projet copilote ou pas, en fait, les sujets de sécurité sont vraiment fondamentaux. Et je pense que c'est vraiment très simple de se poser des questions en amont, de dire voilà, qui accède à ma donnée, est-ce que j'ai mis le bon niveau d'accès. Donc ça, c'est hyper simple. Et après, effectivement, moi, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Olivier. N'hésitez pas, du coup, à solliciter Idexi et Ségus pour faire ces ateliers-là, ces workshops, parce que du coup, c'est des workshops qui sont quand même assez complets. Donc, il y a des workshops en phase d'amont, des workshops en fait qui sont aussi sur la partie adoption. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de contenu qu'on travaille avec Ségus pour vraiment bien accompagner dans l'usage de copilote. Donc, n'hésitez pas, vraiment levez la main. On sera très content de vous accompagner dans ce projet-là. Et c'est pas si facile que ça. On a l'impression que voilà, on est sur un agent conversationnel, donc il y a juste à parler pour avoir de l'adoption. En vrai, c'est un nouveau comportement de travail. Il faut savoir du coup, enfin, il faut savoir se demander en fait qu'est-ce que je peux demander à une IA, qu'est-ce que je peux pas lui demander, quelles sont les tâches que je peux lui donner. Et on voit aussi pas mal de clients qui commencent à créer des incentives pour dire, bah voilà, à tous ces champions, à tous ces gens qui commencent à avoir du copilote, de commencer à identifier des cas d'usage qu'ils ne feront plus, hein, vraiment des choses qui vont totalement déléguer à une IA avec sous le couvert d'incentives et ça marche plutôt très bien, les gens sont assez créatifs. Voilà. Ok, merci Rodolphe. On a quelques questions dans le chat. Notamment y a-t-il un apport de la solution d'Idexi Detox spécifiquement par rapport à Copilot, par exemple, contrôle de la continuité de la classification de données en sortie de prompt? Est-ce que tu as une remarque, Thibaut ou Ouais, je pense que c'est aussi une question pour Rodolphe. Hein. Pour moi, c'est je laisse confirmer ou infirmer, mais pour moi, donc Copilot, c'est une solution SaaS qui est en fait entièrement à la main de Microsoft et il n'y a pas de possibilité, à ma connaissance, de durcir ceux qui en ont entré et ceux qui en ont sorti. Là, on repose vraiment sur tous les mécanismes à la fois de sécurité, de conformité, de tout ce qui est les mesures contre les hallucinations et autres de Microsoft. Hein. Voilà. Ou alors, il faut que vous développez votre propre copilote en vous basant sur OpenAI, sur les solutions, mais on n'avait pas du tout sur le même projet. Ouais, non, c'est un autre projet plus complexe. Bah, en fait, vous pouvez créer votre propre copilote, mais avec les solutions OpenAI, Azure OpenAI, mais bon, du coup, il faut tout développer from scratch, quoi. C'est un autre projet. On a une question également autour de l'accompagnement. Quelles sont vos préconisations? Alors, c'était pas pour durcir, mais j'aimerais profiter de votre expertise et vous poser une question que vous pourriez éventuellement traiter à la fin de la session. Ok, quels sont les conseils que vous donneriez pour piloter efficacement la phase de test et d'expérimentation de Copilot Microsoft 365 dans le contexte de la banque digitale? Olivier, c'est une question pour toi, ça. Alors, le conseil, oui, vous m'entendez, oui. Le conseil que je donnerais, il n'est pas forcément très spécifique à la banque digitale. Le conseil, il est un peu au sens où je ne vais pas donner un cas d'usage métier particulier. Le conseil que je vais donner, il rebondit un peu sur ce qu'a dit Rodolphe. Ce n'est pas parce que Copilot est un outil en langage naturel pour lequel on pourrait penser que, effectivement, bah voilà, finalement, Copilot, j'ai juste à m'exprimer en français. C'est intégré dans Word, dans Excel, dans Outlook, dans tous mes outils que j'utilise déjà au quotidien, dans Teams bien sûr. Donc, finalement, il me suffit de former mes utilisateurs au départ et ils trouveront d'eux-mêmes l'utilité et le cas d'usage métier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça pour plusieurs raisons. Deux principales. La première raison, c'est que quand je demande en fin d'année une augmentation à mon chef, je m'exprime en langage naturel.
quand je demande à mes enfants de se dépêcher le soir pour manger la purée parce que demain il y a école, je m'exprime en langage naturel. Et on comprend bien que dans ces deux exemples, j'ai pas besoin d'apprendre à coder, mais je vais pas m'exprimer de la même manière. Et il y a une nouvelle tonalité à trouver pour s'exprimer à Copilot. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est cette timidité qu'on peut avoir face à la sollicitation d'un assistant. Tout le monde n'est pas habitué à, euh, à avoir un assistant et à lui demander des choses. Et donc, on a une forme de frein comme ça culturel qui nous amène à la fois à ne pas savoir très bien nous exprimer auprès de lui. C'est finalement ce qu'on a vu dans l'exemple de tout à l'heure, en début de réunion, où la question était maladroitement posée, et qui nous amène aussi à ne pas trop savoir, comme tu l'as dit Fabrice, ce qu'on peut demander, pas demander, voilà. Donc, le conseil, c'est finalement d'accompagner, de donner du rythme et de ne jamais penser que, que les gens vont grandir tout seuls. Il s'agit beaucoup plus d'acculturation que de formation. Comme l'a dit Rodolphe en début de webinaire, c'est une nouvelle ère, hein. Donc, je te rejoins, Olivier. On n'est pas totalement rompu à l'exercice de solliciter un assistant pour nous aider au quotidien. En revanche, on perçoit la puissance de la solution IA générative dans ces environnements collaboratifs notamment. Donc, c'est effectivement une acculturation, une conduite du changement à initier et qui démarre tout juste. On avait une question sur les ateliers Jumpstart. Alors, moi, ce que je vous propose, ce serait, là, je vous ai mis les contacts respectivement côté IDEXI, côté Segus, pour justement, du coup, pouvoir aborder les sujets qui nous concernent plus spécifiquement. Il faut comprendre que c'est un enjeu important sur lequel aussi bien la partie accompagnement qu'outillage sont primordiaux. Donc, il n'y a pas forcément de sens, mais on a bien compris que c'est important d'avoir une gestion des accès qui est claire et pour pouvoir lancer ce déploiement. Donc, si vous avez des questions particulières sur la solution, on vous a mis des exemples de tableaux de bord, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Olivier se fera un plaisir de vous répondre sur ces ateliers Microsoft Jumpstart et pouvoir peut-être aller un peu plus loin. Peut-être que tu veux en dire quelques mots rapidement, Olivier? Ah, c'est compliqué de répondre en quelques secondes, mais très rapidement, oui, ce sont des ateliers qui sont proposés gratuitement et qui permettent, sous condition d'éligibilité des entreprises, et qui permettent effectivement, à travers deux grandes étapes, une étape d'inspiration et une étape de construction de roadmap intentionnel, qui permettent en fait de se projeter dans une utilisation potentielle de Copilot. Et voilà, et c'est une première amorce pour ensuite aller vers du plus concret, acquérir les premières licences, bâtir la stratégie et déployer. Ok. Peut-être tu veux compléter, Rodolphe? Non, bah, c'est vrai que c'est assez. En fait, avec ces deux workshops-là, on couvre potentiellement tous les besoins d'une entreprise sur Copilot. Donc, dans l'éligibilité, du coup, on peut mettre beaucoup d'activités. Et donc c'est assez large. Mais effectivement, il faut rentrer un peu dans le détail, il faut vous le présenter, quoi. Et avec grand plaisir pour vous le présenter. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, comme l'a dit Fabrice, à me contacter. Mais ouais, c'est important de les utiliser, hein. C'est important. Merci beaucoup. En tout cas, ce webinaire il est 11h56. Ce webinaire touche. Fabrice, je crois qu'il y a une question qu'on n'a pas répondu de Manon Pardon. Descamps. Tu veux que je la traite rapidement ou Ah pas? oui, bien sûr, oui. En fait, il y a une question en fait sur tout ce qui est prompt injection. Bon, Ah ça, je oui, pense que c'est spécifique à Copilot, du coup, c'est pour ça que je me permets de oui, bien prendre la sûr. question. En fait, nativement, c'est des solutions, chez nous, on appelle ça Responsible AI. En fait, les outils Microsoft, notamment les outils de Generative AI, on a mis du coup des protections par rapport à tout ce qui est prompt injection. D'accord? Donc, si un utilisateur en fait tenterait de manipuler l'IA qui est derrière, ou alors faire du prompting avec du contenu qui serait négatif en input ou en output, alors je traduis ce que j'ai en train de dire, mais si on fait une demande qui est un peu négative en entrée, ou alors qui paraît positive, mais en fait on attend un retour qui soit négatif, en fait on est capable, nous, de le traquer. On a un service du coup qui tourne derrière là-dessus, de modération de content. Et en fait on répondra à l'utilisateur tout simplement que bah voilà,
C'est pas dans l'usage en fait de copilote et du coup, on ne pourra pas répondre à sa question. Voilà. Donc, c'est inclus dans le service. D'accord, ok, tout fait. Oui, effectivement. Écoutez, ouais, merci beaucoup. On a inclus des exemples de tableaux de bord de la solution Detox dans le chat. Ce webinaire sera disponible du coup en replay pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter des questions complémentaires. On se fera un plaisir de vous renseigner sur ces sujets importants et aujourd'hui qui sont au cœur de beaucoup d'enjeux pour les organisations. Merci beaucoup. J'ai un dernier message. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. On vous souhaite excellent appétit et à très bientôt. Très bonne journée. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.